Une nouvelle heure d'information sur RTI 1. Bonsoir mesdames et messieurs. Tout de suite le sommaire de ce journal. Le lancement de chantiers d'envergure dans la région de Lamé, la réhabilitation du lycée professionnel d'Adzopé et le complexe sportif d'Akoupé, des actions à vocation sociale pour accompagner le développement dans cette région. Mardi, jour du dossier économie, il porte ce soir sur l'anacarde. Le produit n'est pas qu'exporté, il est aussi transformé localement par les sociétés coopératives. L'initiative porte du fruit. L'objectif cette année, c'est d'accroître le taux de 10% de transformation de la noix de cajou en Côte d'Ivoire. Et puis au Niger, Mohamed Bazoum, vainqueur du deuxième tour de la présidentielle avec 55,75% des voix contre 44,25% pour Mahaman Ousmane. Nos reporters sur place se rendent compte de cette proclamation des résultats provisoires. Bienvenue dans ce 23h. Les infrastructures poussent le développement dans la région de Lamé. À Adzopé, les travaux de réhabilitation du lycée professionnel ont été lancés hier. Et en plus de ce cadre décent d'apprentissage, un nouveau complexe sportif sortira de terre à Akoupé. Le secrétaire général de la présidence, le ministre d'État, Patrick Hachi, participait aux cérémonies de lancement de ces travaux. Issa Yeo. D'ici quelques mois, le lycée professionnel d'Adzopé sera entièrement rénové. Les travaux de réhabilitation ont été lancés par le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il avait à ses côtés le ministre d'État, Patrick Hachi. D'une capacité d'accueil actuelle de 590 places vont consister en la réhabilitation des infrastructures bâtiments, la réhabilitation des équipements, la construction de nouvelles infrastructures, l'introduction de nouvelles filières de formation, notamment en menuiserie, aluminium, mécano, soudure et plomberie sanitaire. La formation du BT industriel. Ces travaux vont durer 18 mois et coûteront environ 4 milliards 800 millions de francs CFA. Pour le ministre Patrick Hachi, cette action montre que l'enseignement technique et professionnel est au cœur des priorités du chef de l'État. L'objectif principal est de renforcer les fondations humaines du développement économique et social. Il s'agit d'assurer donc une éducation adéquate et des compétences à tous les Ivoiriens et aux jeunes en particulier, afin de mieux les outiller à absorber les technologies modernes et à participer et bénéficier à la croissance. Il nous faut obligatoirement renforcer les capacités en formation technique et professionnelle qualifiante et mettre le système éducatif en adéquation avec les besoins de l'économie, comme vous le disiez tout de suite vous-même. Après Adzopé, Kapemi sur Akoupé, le ministre des Sports, Dan Paulin, profite pour lancer les travaux de construction d'un complexe sportif ultra-moderne. Les projets structurants comme les Agora, nous avons besoin dans la proximité de permettre aux populations de se retrouver, de faire de la détection de talents dans les écoles. À travers l'OASU, il nous fallait des infrastructures de proximité pour accompagner le développement. Parce que dans la région, il se construit des écoles, il se construit un centre de santé, il se construit surtout des collèges de proximité. Nous avons besoin d'offrir aux populations des espaces de distraction, de loisirs, parce que nous savons tous que l'oisiveté est la mère de tous les vices. En sa qualité du président du conseil régional de Lamé, le ministre d'État, Patrick Hachi, exhorte les populations à œuvrer pour des élections législatives apaisées le 6 mars prochain. Et dans le même temps, au nord de la Côte d'Ivoire, à Sinématiali, il sera bientôt bâti un autre édifice à vocation sociale. Les travaux du centre culturel intégré de la ville ont été lancés par la ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi. Ce centre, qui devra promouvoir la culture du Poro, aura en son sein plusieurs salles de spectacles, de formation, mais aussi des galeries. Les travaux nécessiteront 4,5 milliards de nos francs à Mississauga. Un centre culturel intégré à Sinématiali dans le Poro. La pose de la première pierre qui consacre le lancement des travaux et d'équipement de cet édifice est effectuée par la ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi.
Ce centre culturel intégré est une plateforme d'échange, de rencontres, d'apprentissage et de divertissement en vue de favoriser le brassage culturel. L'infrastructure abritera entre autres un musée, une galerie d'art, une médiathèque et une salle audiovisuelle pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes. C'est un parcours artistique à travers un musée d'une superficie de 764 mètres carrés, de sa galerie d'art et qui peut recevoir jusqu'à 500 personnes. Et il y a également un espace qui sera prévu pour les contes, comme nous en avons beaucoup dans nos régions, pour former les jeunes à notre histoire. La construction du centre culturel intégré de Sinématiali s'inscrit dans le cadre du vaste programme gouvernemental de construction et d'équipement d'infrastructures culturelles de formation, d'éducation et de diffusion. L'édifice dont la construction va durer 30 mois coûtera 4,5 milliards de francs CFA à l'État. Les arts et la culture sont l'expression de notre génie créatif, notre façon d'être. La culture est également devenue, de nos jours, un bassin de formation, pourvoyeur d'emplois et contribue, on le voit bien dans d'autres pays, au développement économique et social. La culture est désormais un enjeu économique et surtout un enjeu de souveraineté. Au total, ce sont 16 centres culturels intégrés qui seront réalisés dans les chefs-lieux de région et de district. Le ministère de la Culture et de la Francophonie s'engage à prendre une part active dans leur animation. Voilà des infrastructures qui profiteront aux Ivoiriens si le climat de paix et l'union sont préservés. Le ministre de la Réconciliation nationale œuvre en tout cas pour atteindre cet objectif. Après s'être entretenu avec les autorités traditionnelles, la jeunesse, la presse, les religieux, Kwadio Konan-Bertin associe la communauté Papa Nouveau à sa mission. À Toukouzou-Ozalem, une prière a été dite dimanche dernier pour la consolidation de la cohésion sociale. Le commentaire de Didier Nguessa. Toukouzou-Ozalem, village siège de la communauté chrétienne Papa Nouveau. Les fidèles qui ont entamé le mois de jeûne chantent et prient pendant cette procession autour du temple. Ils reçoivent un fidèle, Kwadio Konan-Bertin, le ministre de la Réconciliation. Le culte a été suivi d'une rencontre entre Kwadio Konan-Bertin et le clergé qu'il a mis en mission. C'est le comportement d'amour. Comment aimer son prochain, car l'amour supporte tout, accepte tout, excuse tout et peut tout. Et Dieu est amour. Comment mettre la parole de Dieu en pratique? Lorsque Dieu a envoyé Papa Nouveau, il a dit ceci: le Seigneur m'envoie vous livrer un message de paix d'abord, parce que Dieu est paix. Dieu aime la paix, veut la paix et veut que ses enfants cultivent la paix. Se prononçant sur l'actualité des législatives, le ministre de la Réconciliation invite les candidats à se détourner de la violence verbale. Dans l'église Papa Nouveau, le carême, ce n'est pas de s'abstenir de manger, mais c'est surtout de s'abstenir dans ce temps de carême, de tenir des propos qui blessent, de tenir des paroles qui humilient et qui insultent. Je souhaite que ce soit des élections apaisées, que tous les acteurs aient ce que l'autre a appelé le bon ton, que tous les candidats n'aient pas des propos méchants, que place soit aux idées, dans la non-violence, que les Ivoiriens aient le droit de choisir tranquillement et librement leurs députés. L'hôte de la communauté Papa Nouveau a apporté une contribution financière pour la rénovation des fenêtres et toilettes du temple. Les législatives cristallisent toutes les actions, tant pour les politiques que pour l'organisateur du scrutin. La commission électorale indépendante dont les membres travaillent à la réussite de l'élection. À 2 jours de l'ouverture des campagnes, la CEI a remis aux candidats les affiches et spécimens des bulletins de vote. Chaque candidat a ainsi reçu 300 affiches et 1000 spécimens de bulletins. Moussa Konaté. Les candidats aux élections législatives du 6 mars prochain reçoivent les affiches de campagne et les spécimens de bulletins de vote. La remise officielle est faite par le président de la commission électorale indépendante. Les affiches
pour permettre à l'électeur de mettre un nom sur un visage. L'élection, c'est le choix. Mais comment fait-on le choix quand on ne sait pas celui qu'on va choisir? Le spécimen de bulletin, c'est pour vous donner mission d'aller vous-même sur le terrain, de vous faire instructeur des électeurs, à l'effet pour eux de faire le bon choix. Ce n'est pas forcément pour vous, mais c'est déjà à apprendre à voter. En vous choisissant, ils apprennent à voter et à voter bien. Bien avant cette remise, les candidats ont été instruits sur le mode opératoire du scrutin. Il s'agit pour l'organe chargé des élections, avec l'appui du PNUD, d'expliquer l'ensemble du processus du vote. La principale mission du projet est de contribuer à réduire la violence électorale, à renforcer les échanges entre la CEI et les parties prenantes, à soutenir la communication, la sensibilisation et à consolider les capacités du personnel électoral. Des détails précis sur l'organisation dans les lieux de vote, le rôle des représentants de candidats, la validation d'un bulletin de vote, la rédaction d'un PV et la proclamation des résultats. Il y a l'électeur, il y a l'urne, il y a le bulletin. Voilà l'arsenal de l'élection. Est-ce qu'il y a place pour la violence? Il y a violence lorsque ce qui est voulu par le peuple ne semble pas être transcrit dans le résultat. C'est un droit que la loi vous donne, d'avoir non seulement des représentants, mais en plus de cela des délégués. La loi vous donne deux possibilités. Le délégué, c'est l'itinérant, c'est-à-dire votre représentant qui passe des bureaux de vote en bureau de vote, à qui il est loisible d'entrer dans un bureau de vote comme il veut, mais bien entendu en y respectant les règles de fonctionnement d'un bureau de vote. 1266 dossiers de candidature sont en lice pour la conquête des 255 sièges de l'Assemblée nationale. La campagne s'ouvre le 26 février pour s'achever le 4 mars. Nous ouvrons à présent le dossier économie de la rédaction. Ce soir, nous vous proposons un gros plan sur le volet de transformation de l'anacarde. La Côte d'Ivoire en est le premier producteur au monde. Le pays en transforme seulement 10% de sa production. Et pour améliorer ce taux, les coopératives s'engagent à la transformation et elles sont appuyées par la Banque mondiale à travers le projet de productivité de la chaîne des valeurs de l'anacarde. Après une année de mise en œuvre, cette initiative donne-t-elle les résultats escomptés? La réponse dans ce dossier EcoPlus réalisé par Noël Gagnon. Le site de la coopérative Souralais, nous sommes à Brobo, à une vingtaine de kilomètres de Bouaké, la capitale de la région du Bouaké. Souralais, une des coopératives identifiées comme fer de lance de la contribution des organisations professionnelles agricoles à la politique de transformation de l'anacarde. Quand on commençait, on était 10 personnes au niveau des grains. Là, quand on venait, c'était pratiquement vide. Et quand on a commencé à faire les formations, le conseil Coton Anacarde nous a aidé à Amsoukro, des formations, des travailleurs et autres. Et au fur et à mesure, en 2019, nous étions au nombre de 53. 2020, nous avons terminé l'année avec 115 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à environ 120, 125 selon les périodes. Mais pourquoi les coopératives et sur quelle base sont-elles choisies? Quelqu'un qui a déjà initié, il a une idée, certainement il a échoué parce qu'il y a eu des facteurs limitants. Quand il va reprendre, il sait les domaines sur lesquels ça n'a pas marché, il peut mieux réussir. Donc le premier critère, c'est les coopératives, les sociétés coopératives qui ont déjà initié la transformation. Les producteurs sont les détenteurs premiers donc, des noix de cajou. S'ils arrivent à transformer leur propre production, eh bien, ça va lever la pression sur la commercialisation des noix brutes à l'extérieur et ça va surtout permettre donc à la Côte d'Ivoire d'avancer vers son objectif de transformation du maximum de noix brutes de cajou en terre ivoirienne. La proportion attendue, c'est que les coopératives puissent aller jusqu'à 30% de la production nationale. 2 ans après la mise en œuvre de l'initiative La Petite Transformation par les coopératives, la prudence des paysans est observée par l'ensemble des acteurs de la filière. Marquer une halte pour apprécier le chemin parcouru et séparer le vrai de l'ivraie. Une cinquantaine de responsables de coopératives, de groupements économiques sont venus toucher du doigt les réalités de la transformation à Brobo.
Au nombre des personnes venues à cette rencontre de terrain, Mme Tabi de Coprodigo, coopérative des producteurs de Diego Refla. Nous sommes une coopérative. Les paysans leur produisent sous ta main. Et ils en ont là-bas. Nous aussi, on en a. On ne peut pas vendre. De 400 francs, on va te dire on paye à 100 francs. Et ça vous met en palabre avec les paysans. Parce que la coopérative travaille en dépôt-vente. Et pour payer, c'est problème. Donc, comment le produit là, on dit le prix est tombé, que ce n'est pas la qualité. Donc, il fallait voir pourquoi ce n'est pas qualité. Et aujourd'hui, avec la transformation, nous pouvons apprécier si c'est qualité ou bien pas qualité. Mme Tabi, en plus des acquis de la première transformation, a ajouté une autre corde à son arc, le segment de la consommation. On s'est rendu compte que nos parents ne connaissent pas l'anacarde. Donc, on est allé jusqu'à blanchir. On a fait la pâte, on a fait les cacahuètes, on a fait les sauces. Et puis, on a invité les chefs de village, les présidents des jeunes, pour venir leur montrer que voilà ça là. Ce n'est pas quelque chose qu'on jette, mais on mange. Nous-mêmes là, on doit manger. Donc, actuellement, même nous, on a dépassé un peu le stade qui est là. Et dans beaucoup de supermarchés, nous sommes représentés. Comme on le voit, une véritable race d'industriels est en train de naître dans la filière anacarde au regard de la gestion des questions domestiques. Ici, la gestion du personnel. En ce qui concerne la main-d'œuvre, il faut savoir réguler entre, comment on appelle ça, les périodes de production et les périodes, comment on appelle ça, de récolte. Lorsque vous arrivez à réguler les deux aspects, surtout aussi avec le rendement que les gens peuvent avoir au niveau des unités de transformation. Nous travaillons beaucoup avec les femmes, nous faisons 95% des femmes dans nos unités et nous essayons de voir quel peut être le gain d'une femme par jour. Et à comparer cela à ce qu'elle peut avoir dans un champ, quand elle passe une journée, vraiment la femme facilement peut choisir. Et généralement, vous avez des outils qui vous permettent à la femme d'avoir un bon rendement la journée. Elle peut facilement rester au nom de l'unité et aussi être productif facilement. Et aussi la formation pour qu'il y ait une spécialisation au niveau des tâches de travail au sein des unités. Lorsqu'il n'y a pas de spécialisation, vous allez voir qu'une femme qui est dans une section de travail, si demain elle se déplace, elle n'est plus performante au niveau d'une section type même de décortiquage. Et du coup, elle n'arrive pas à avoir un bon rendement et elle va partir à tout moment. La suggestion de la création d'un réseau de petits transformateurs pour satisfaire les demandes à l'international. Il est possible de créer un réseau, c'est-à-dire tous les petits transformateurs déjà qui pourraient s'organiser de sorte à honorer des contrats à l'international. Il se trouve que quand on a des commandes, c'est des conteneurs qui sont demandés, alors qu'on n'a pas la capacité individuellement d'atteindre ces conteneurs-là. Donc déjà, il y a un réseautage qui va se créer. N'oublions pas la disponibilité à apprendre des autres pour se construire un avenir sûr dans la marche vers une première transformation de qualité. Ici, c'est vraiment beau à voir parce que sur le site, j'ai trouvé qu'il y a assez de travailleurs. Mais quand vous avez assez de travailleurs, ça fait marcher le travail. Nous ne sommes pas encore allés à la transformation. Et donc, nous allons nous atteler à pouvoir, en tout cas, aller à la transformation parce que déjà, le PPCA nous a contactés par rapport à la même mise en place d'une unité de transformation dans nos sociétés coopératives. Dernier élément à souligner, les prestations des actions sociales malgré la modicité des moyens. Nous sommes en train de construire une école primaire dans la sous-préfecture de Bouandrou. Nous avons fait don de sable dans plusieurs écoles de la sous-préfecture de Ténoué, de Marandala. Nous avons renouvelé des écoles où les peintures étaient dégradées. Nous donnons aussi des kits scolaires chaque entrée. Les villages primés, on leur donne des kits scolaires pour aider les parents à scolariser leurs enfants. Au total, pour le conseil Koto-Anacarde, le jeu en vaut la chandelle. Nous tirons beaucoup de satisfaction. Vous savez, au bout de 2 ans, la coopérative Coprodigo, pour ne pas la citer, ou Souralé, pour ne pas la citer non plus, sont aujourd'hui les premiers employeurs de leurs régions respectives. Quand vous prenez donc la coopérative Coprodigo avec plus de 80 employés, vous prenez Souralé avec plus de 120 employés à Brobo, eh bien, c'est énorme. Vous voyez distribuer des salaires à 120 personnes dans une petite localité comme Brobo, c'est énorme et ça contribue donc au bien-être de la population. Le PPCA, projet pour la promotion de la compétitivité de la chaîne des valeurs de l'anacarde, est financé par la Banque mondiale à hauteur de 107 milliards de francs CFA.
Voilà la filière anacarde en pleine expansion avec ses débuts de transformation locale. Un dossier Éco Plus de Noël Gnagnon. Il y a aussi du nouveau dans le secteur des transports, dont les acteurs, notamment les chauffeurs de taxi, compteurs, ambitionnent de professionnaliser leur activité. Ils ont été dans ce cadre instruits sur les enjeux de cette réforme. Une séance de travail conduite par les autorités et le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire. Le détail de la rencontre avec Dangui Dangui. Gare routière d'Adjamé, l'informel du secteur du transport urbain dans tous ses états. De quoi étouffer la filière des taxis-compteurs selon Issouf. Il y a trop de délinquants dans notre travail, mais si on fait ça professionnel, c'est pas mal. C'est que moi je trouve que c'est meilleur. Ce chauffeur de taxi-compteur place par ailleurs beaucoup d'espoir dans la professionnalisation du secteur. Bon, si patron professionnel et chauffeur aussi professionnel, chacun connaît son droit. Ça fait que le travail, ça avance bien. La question de la professionnalisation du secteur du transport urbain, notamment la filière des taxis-compteurs, a rassemblé les acteurs, le ministère des Transports et le Haut Conseil du patronat des entreprises de Côte d'Ivoire dans le cadre d'un atelier. La réforme du secteur est plutôt bien accueillie par les propriétaires du taxi-compteur. Nos dossiers même sont en cours. C'est presque prêt. Mais le problème, c'est le milieu qui n'est pas encore assaini. C'est ça qui nous pose problème. Sinon, on est d'accord pour se mettre en société. On n'a pas de problème avec ça. Face aux inquiétudes que soulève le basculement de l'informel à un cadre formel du secteur des transports urbains, le Haut Conseil du patronat des entreprises de Côte d'Ivoire et le ministère des Transports se veulent rassurants. Nous appelons l'ensemble des acteurs du secteur du transport routier à véritablement changer de mentalité, changer de vision, s'inscrire dans le chantier de l'entrepreneuriat pour que véritablement la question du transport de nos populations et de nos biens se fasse en toute sérénité. Il y a beaucoup d'avantages à se mettre en entreprise. D'abord, vous êtes connu dans le pipe, dans les documents administratifs. Vous avez aussi les honorations à des moments. Vous avez la prise en compte de vos différentes difficultés. Sur plus de 23 000 taxis-compteurs en circulation à Abidjan, seulement 4 000 sont enregistrés auprès du ministère des Transports selon les autorités. Le compte à rebours pour la professionnalisation du secteur des transports routiers a commencé selon le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire. Et suivons à présent l'évolution du coronavirus en Côte d'Ivoire. Le point de la situation sanitaire ce jour présente 85 nouveaux cas de Covid-19, 328 nouvelles guérisons et aucun cas de décès. Ce 23 février 2021, la Côte d'Ivoire compte 32 124 cas confirmés, dont 31 096 personnes guéries, 188 personnes décédées et 840 cas actifs. La pandémie demeure. Il faut toujours veiller au respect des mesures barrières. La lutte contre le coronavirus hors de nos frontières, le Sénégal a commencé sa campagne de vaccination contre la Covid-19 avec le vaccin du laboratoire Sinopharm, le vaccin chinois. Le premier est disponible pour ce pays frappé de plein fouet par la deuxième vague de contamination. Le vaccin Sinopharm, qui revendique une efficacité de 79%, a déjà servi dans plusieurs pays africains. 200 000 doses ont été acquises par le Sénégal, qui annonce en réserver 10% pour deux pays voisins, la Guinée-Bissau et la Gambie. Chacun de ces pays recevra 10 000 doses du lot de vaccins de Sinopharm en guise de solidarité. La Haute Autorité de la communication audiovisuelle en Côte d'Ivoire mène une réflexion sur la recherche de solutions à l'exploitation illicite de contenus audiovisuels sur Internet. Le président de la ACA, René Bourgoin, a interpellé les utilisateurs sur les conséquences vis-à-vis des créateurs, de la propriété intellectuelle et sur l'économie nationale. Le compte-rendu de Didier Nguessan. Audiovisuels font l'objet d'exploitation illicite sur Internet. Un piratage qui met à mal l'industrie audiovisuelle, notamment les diffuseurs légaux comme la RTI et les opérateurs de chaînes câblées. Face à la menace, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, ACA, convoque les acteurs du secteur à une table ronde.
Le but, sensibiliser les fournisseurs d'accès Internet à la problématique de l'exploitation illégale des services audiovisuels sur Internet, les impliquer dans la lutte et adopter des mesures consensuelles dans ce sens. Ça peut être un nom de domaine, ça peut être le nom d'une application, ça peut être une adresse IP d'un serveur dans lequel le flux pirate est hébergé. Ça, c'est adressé au FAI et le FAI, techniquement, sait identifier le flux lorsqu'il passe dans ses tuyaux pour pouvoir le couper. Toute exploitation illégale d'un contenu audiovisuel, quel que soit le moyen de diffusion, porte atteinte aux droits des créateurs, de la propriété intellectuelle et en général à l'économie nationale. Notre contribution, aussi modeste soit-elle, est attendue afin que les œuvres des créateurs, des opérateurs du secteur de la communication audiovisuelle qui s'évertuent à produire des contenus de qualité pour nos populations bénéficient d'une meilleure protection. À ce jour, 3 grandes catégories de piratage sont connues. Les boîtiers Internet donnant accès à plus de 5000 chaînes de télévision, les éditeurs de sites de streaming et les applications. Portons nos regards sur ce contenu promu par la RTI. L'émission Bonjour, l'équipe de production était récemment dans la ville de Mans. Une dose d'humour a été apportée aux populations qui ont été invitées à adopter les valeurs de paix, de cohésion et de solidarité. Le point de Paria se reconnaît. Mans, capitale de la région du Tonki, ville des cascades et des 18 montagnes. Il est 10 heures. La place de la paix est assainie et les caniveaux curés. Le podium de Bonjour en pleine installation. C'est que équipe de production de cette grande émission du rire de la RTI et humoristes y sont dans le cadre de Bonjour Tour 2021. Tout un honneur pour les populations. Je suis très heureuse, contente de les voir aujourd'hui ici à Mans, parce que c'est une chose que nous n'avons jamais vue ici à Mans. C'est une très bonne initiative et il est très important d'organiser de telles activités pour égayer la population. Une fois la nuit tombée, les humoristes sur le podium réussissent à arracher le sourire au public. Le DG de la RTI a dit, ici à Mans, on a cette cohésion. Regardez vous-même, regardez ce monde. C'est ça la politique de Bonjour, aller vers ces populations. Et la RTI vous aime. La RTI, parce que vous acceptez le groupe RTI dans tous ses compartiments. Vous aimez la RTI et c'est pour ça que la RTI viendra toujours vers vous. Le ministre Albert Flendé, cadre de la région et le premier magistrat de la commune, également séduit par la prestation des humoristes. Ce qu'on a vu à la télé, ce n'est pas ce qu'on voit là. Il y a même des improvisations, ils ont pris des jeunes. En tout cas, c'est vraiment, ils ont de la classe. Et nous voudrons remercier le ministre Konaté d'avoir initié une si belle cérémonie, une belle opportunité en tout cas à nos populations. Bonjour à Mans, une initiative du ministre Sidiki Konaté. C'était donc une bonne émission, populaire. Et qui dit rassemblement populaire, il dit cohésion. Parce que pendant ce temps, on n'a fait que rire, on n'a fait que se regarder dans la joie. On a vu une seule population unie en train de savourer de bons moments. C'est ce que nous voulons. C'est sur cette joie du parrain, des populations et des cadres des 18 montagnes que l'équipe de production et les humoristes se sont rendus le lendemain à tout le plus. Au Niger, Mohamed Bazoum, le candidat du pouvoir, remporte le second tour de la présidentielle. Selon les résultats provisoires publiés ce jour, il remporte 55,75% des voix contre 44,25% pour Mahaman Ousmane. Notre reporter sur le terrain, Sidonie Davila, revient sur la proclamation de ces résultats. 2 jours après la tenue du second tour de la présidentielle au Niger, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, livre les résultats provisoires du scrutin du 21 février dernier. Les voix obtenues valides se répartissent comme suit entre les 2 candidats en compétition pour ce second tour. Monsieur Mohamed Bazoum, 2 501 459 voix, soit 55,75%. Monsieur Mahaman Ousmane,
1 985 736, soit 44,25%. Le taux de participation globale est de 62,91%. La cérémonie de proclamation des résultats s'est faite en présence des autorités nigériennes et des représentants des candidats. À l'annonce des résultats, la réaction du PNDS Taraya. Je pense aujourd'hui c'est un sentiment de satisfaction et pour notre parti, pour notre coalition, qui est une des coalitions les plus larges que le Niger ait connue depuis l'ère des élections démocratiques, et parce que nous avons une majorité actuellement de 129 membres, et nous remercions surtout le peuple nigérien qui a cru en nous, qui, malgré la dureté de la campagne, a aujourd'hui quand même porté son choix sur Al-Hajj Mohamed Bazoum. Depuis cet après-midi, l'opposition qui conteste ces résultats a décidé de le manifester par des marches. Ces résultats, qui ne sont que provisoires, seront soumis à la Cour constitutionnelle selon la loi. Elle dispose de 28 jours pour la validation de ces résultats avant la proclamation définitive. Voilà, c'était le point de Sidonie Davila sur la proclamation provisoire des résultats du deuxième tour de la présidentielle au Niger. Et ces images referment ce journal. Merci de nous avoir suivis. Un prochain point vous sera présenté à 6h30 demain. Excellente fin de soirée sur RTI1.